Ici Claudine Bertrand, grande voix de la francophonie. Nous accueillons une écrivaine, une auteure, une poète et également directrice littéraire de l'Hexagone. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Danielle Fournier à l'occasion de son recueil Effleuré de lumière. Bienvenue, Danielle Fournier. Bienvenue, merci. Bienvenue, merci. Ça me fait extrêmement plaisir. On voit que vous êtes familière avec le Bénin parce que vous êtes venue en 2009. Pourriez-vous nous parler un peu de cette expérience-là très rapidement? Très rapidement. Alors, ça a été une expérience assez extraordinaire. On a rencontré des gens excessivement généreux, à l'écoute. Et on a aussi vécu des choses par rapport au vaudou. Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et en même temps, ça a peut-être démystifié un certain nombre de choses, mais ça a remystifié d'autres choses. D'autres choses, effectivement. On voit que le vaudou, c'est une grande présence pour le Bénin. Et ensuite, ça a été transporté en Haïti, mais ça vient du Bénin. Donc, toute cette mémoire des ancêtres aussi, oui, qui est très, très présente. Donc, vous avez écrit ici un recueil qui s'est mérité le prix rien de moins, Grand Prix du GG du gouverneur général en 2010. Oui. Donc, déjà, ça fait un an, mais c'est encore tout récent. Un recueil de poésie, ça ne vieillit jamais. C'est encore d'actualité. Trouvez-vous qu'un recueil, ça ne vieillit pas en poésie? Bien, je vais juste vous arrêter en vous disant que moi, je ne publie pas de recueil de poésie, je publie des livres de poésie. Quelle différence vous faites? Parce qu'un recueil, c'est un amalgame, un recueil, on recueille des textes publiés ici et là, à droite et à sans gauche, nécessairement qu'il y ait un fil conducteur. Alors que autant les livres que je publie pour moi, autant les livres que je publie aux éditions, ils doivent avoir un fil conducteur et c'est vraiment ce fil conducteur-là qui fait de sorte que le livre devient un livre. Toutefois, je rajouterais juste un petit quelque chose, c'est que ce qui est extraordinaire avec la poésie, c'est qu'on peut la lire dans tous les sens. Alors, on peut commencer à lire à la page 22, continuer à la page 53, terminer à la page 22, 23, 27, bon, et c'est impossible qu'un lecteur, peu importe qui il soit, d'où il vienne, de quel horizon il vient, qui ne sente pas dans une page, si c'est pas dans une page, c'est dans un vers, une parole, une phrase, 3 mots qui lui disent quelque chose. Oui, exactement. Pour vous, qu'est-ce que c'est la poésie? Des instants de vie, des reconstitutions, des ressouvenirs, remémorations? C'est tout en même temps. Je pense que la poésie fait partie de ma vie, mais au sens à la fois réel et métaphorique, c'est-à-dire que c'est mon travail d'abord comme poète, c'est aussi mon travail comme directrice littéraire des éditions de l'Hexagone, et c'est aussi ma façon de vivre. Je pense que j'appréhende le monde comme une poète. Un peu comme un musicien, quand il marche dans la rue, il entend des sons. Alors moi, quand je marche dans la rue, j'entends des mots. Est-ce que vous avez des rituels en écriture comme le matin ou le midi, le soir? Est-ce que vous notez dans un carnet des pensées? J'écris tout à la main. J'écris tout à la main. Je mets à l'ordinateur beaucoup plus tard, mais j'écris tout à la main. J'écris des trucs personnels, un journal sans intérêt, j'appelle tout le temps ça le journal de mes plaintes, mais c'est pas intéressant du tout. Vous l'écrivez sans intérêt? Oui, c'est un journal sans intérêt. Qui sera à la Bibliothèque nationale sans intérêt. Sans doute pas. Qu'un livre des plaintes, mais sinon, il y a comme 2 façons d'écrire. Il y a d'abord l'écriture à l'état, mettons, primaire, là, où on sent qu'il faut écrire quelque chose, mais plus que le premier jet. C'est vraiment, ça peut être un mot, ça peut être 2-3 mots, ça peut être une idée, ça peut être une phrase que je suis en train de lire, que je copie sur une feuille, etc. Et après, il y a le travail du poème, c'est-à-dire le travail du poème. Et après ça, il y a la mise en forme de tous ces textes-là. Alors, c'est sûr qu'on ne garde pas tout. C'est sûr que sur 500 pages, on en garde peut-être 75, que sur ce que j'appelle les chutes. Donc, les 425 pages chutes, on va en garder 25 encore pour autre chose. Donc, y a-t-il une épuration? Il y a un travail que vous faites de sélection? Oui, et puis ça me prend beaucoup d'années avant de... C'est-à-dire que j'écris plusieurs livres en même temps et chacun des livres a une durée de maturation. Par exemple, ce livre-là... Celui-là, Effleuré de la lumière. Celui-là a une durée de maturation de 10 ans.
Et le prochain sur lequel je travaille en ce moment a une durée de maturation donc de 8 ans. Et celui-ci, je me demandais, est-ce que vous l'avez écrit suite à votre résidence au monastère? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Celui que j'ai écrit suite à une résidence dans un monastère en France, qui est un endroit exceptionnel qui s'appelle Saorge. Ouais. Et c'est un récit autobiographique. C'est vraiment de l'autofiction que j'ai écrit suite à ça. Ben, je dirais que de toute manière, peu importe ce qu'on écrit, on fait toujours de l'autofiction, que ce soit du roman ou de la poésie ou de l'essai. Peut-être moins dans l'essai, mais quoique, j'en doute. Mais bon, ça vraiment, c'est une construction autour du thème de l'identité, du cœur dans la cité, parce que j'ai toujours été très intéressée par l'idée d'être dans la cité. Impliqué dans la cité. Pas impliqué, mais au cœur de la cité. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans la cité? La cité, c'est pas seulement l'urbanité. Pour moi, la cité, c'est au sens de Platon. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la cité? On est des sujets pensants. On est des sujets pensants, on est des sujets agissants, en même temps, on est des sujets inconscients, on n'est pas toujours capable de savoir très bien ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que d'être dans la cité? Exactement. Et comme directrice littéraire à l'Hexagone, vous avez ce rôle aussi d'aller identifier des auteurs, aller chercher des écritures intéressantes, originales. Est-ce que, disons, dans vos critères, qu'est-ce que c'est pour vous un bon livre de poésie? Qu'est-ce que vous cherchez comme qualité? Je cherche la jonction exactement parfaite, si ça se peut, entre la forme et le fond. Je pense que et la musique. Et la musique. Donc, la sonorité, donc l'imagination. La poésie a cette forme particulière de travailler sur la langue avec des sons. Quand on fait, par exemple, ce qu'on appelle des allitérations ou des répétitions, si on ne fait pas des répétitions pour rien. Non. Alors, bon, donc pour moi, un bon livre de poésie, c'est quelque chose qui vient à la fois nous chercher émotivement, mais qui est en même temps capable de nous captiver intellectuellement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un intérêt de votre dernier recueil où ces qualités sont réunies dans Effleuré de lumière. Donc, comme vous dites, c'est un projet déjà sur une dizaine d'années. Est-ce qu'il y avait quel était votre fil conducteur? On voit qu'il y a des personnages, il y a Florence, il y a l'écriture. Vous parlez de soi, que vous auriez aimé écrire ce livre. Qu'est-ce qui traversait comme trame dans ce livre, pardon? Oui, c'est pas le recueil. Pas un recueil. Non, c'est pas un recueil. Alors, ce qui traversait ce livre, c'était vraiment l'idée qu'on peut être à la fois une et multiple. Et quand on était multiple, on était accompagné par des gens qui nous habitaient de notre passé, ou enfin de notre généalogie, ou de notre historique familial. Donc, je voyais pas bien comment est-ce qu'on pouvait penser qu'on était toute seule au monde et qu'on venait de soi-même et qu'on aboutissait à soi-même. Alors, il y avait d'abord cette idée-là. Et d'autre part, il y avait l'idée que le personnage féminin était double. Donc, il y avait soi. Le premier personnage qui m'est venu, c'est Florence, que j'écris depuis 30 ans. Florence, c'est un personnage. J'ai toujours trouvé ça curieux parce que Florence, c'est un prénom en français, mais en italien, c'est pas un prénom. Ah, d'accord. Ben oui, Florence, c'est la ville aussi. Ville. Mais c'est un nom de ville. Un nom de ville, oui. Mais c'est pas un prénom. Non. Alors qu'en français, et dans le mot Florence, il y a le mot fleur, il y a le mot bon. C'est vrai. Ça. Ouais, et soit que j'écris dans ce texte-là avec un E, je le dis tout de suite, n'a rien à voir avec le soi de Baricot. Okay. Pas du tout. C'était un soi avec un E parce que c'était un soi féminin. Alors, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire être un soi. Est-ce qu'on pouvait être une soi? Et dans tous les cas de figure, on jouait à la fois sur le mot, l'orthographe, la métaphore. D'accord. Donc, c'est tout à fait juste. Est-ce que vous pourriez nous lire cet extrait-là, justement, parler de soi, qui est cette sorte d'identité femme en mouvance? Ici, j'ai vu ça, vous avez Florence qui est réunie aussi. L'histoire silencieuse de ce monde. Soit réfugiée. Florence. Poursuivie. Cicatrice indéchiffrée. Quoi d'autre? Ils ne connaissent ni la volonté ni son absence, pendant qu'ils sont devant cette familiarité qu'ils ont
de ce non-savoir quand celui-ci devient la présence même de l'étrangeté en soi. Autour de votre bouche, les marques de votre corps, au cœur d'une fiction qui n'en est plus une, qui devient écriture, ô combien fragile, le jamais absent. Je cherche ce qui n'avance pas, j'aurais aimé écrire soi. Florence, comme désappartenu, vous. Je ne remets pas à plus tard le reste de ma vie. On voit que l'écriture, c'est toujours en état de projet, c'est quelque chose qui n'est pas défini comme tel, comme immobile, stable. Vous voyez ça comme une mouvance, l'écriture? Oui, c'est comme un travail à se perpétuer. À se faire. À se faire. Oui, toujours en devenir. Est-ce que votre prochain recueil, vous travaillez sur un autre livre, pardon? Si on peut faire la distinction de livre avec ce fil conducteur. Est-ce que vous travaillez un livre en chantier? Je travaille le livre qui devrait paraître au printemps. C'est sur le rapport entre, c'est un rapport un peu peut-être philosophique, mais dans mon cas, il ne l'est pas du tout. C'est le rapport entre le temps et l'espace. C'est la jonction qui fait que le temps devient espace et la même chose, la jonction quand le temps devient espace. Par ailleurs, bon, comme nous sommes avec des amis béninois, on peut se dire exactement que nous ne sommes pas dans le même espace. Le Bénin, que ce soit le Bénin, le Maghreb, bon, ce n'est pas le même espace, ce n'est pas le même temps, et en même temps, nous sommes tous vivants. Oui, exactement. Oui, c'est une question de la condition humaine qui est là, qui traverse tous vos écrits. Un genre de questionnement aussi sur à la fois l'écriture, sur le rôle de l'écrivain. Et pour vous, quel serait le rôle du poète dans la cité aujourd'hui? De prendre parole. Ouais. Juste de prendre parole. Mais le problème, c'est pas l'écrivain, c'est pas le poète dans la cité, c'est la cité qui ne tolère plus les poètes. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il peut prendre son rôle aujourd'hui? Comme vous dites, le rôle, et c'est de plus en plus difficile. Il y a comme un paradoxe entre la cité qui renie un peu le rôle du poète. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour advenir davantage, pour que sa parole prenne sens? Qu'on se rappelle tous que peu importe l'âge que l'on a tous lu quand on était petit des poèmes. On a chanté des comptines, on a appris des comptines. Et la première forme d'écriture, avant même le conte, avant même la légende, c'est encore de faire des petits poèmes. Ne serait-ce que « Maman, je t'aime plus que tout au monde, puisque tu es grande comme le monde ». On écrit ça. Donc, on a dans notre tête déjà l'idée que la poésie, ça fait partie de nous. Et quand on vieillit, c'est la censure qui fait, je pense, c'est la censure qui fait que, bon, peut-être qu'on va du côté plutôt du récit ou c'est de moins en moins présent dans notre vie, alors que vous souhaitez une présence beaucoup plus forte, je pense, de la poésie, parce que vous êtes déjà à la tête d'une maison d'édition. Je la souhaite pas, je pense qu'elle est là, c'est juste qu'on... c'est occulté. On la regarde avec les oreilles. Oui, exactement. Et non avec les yeux. C'est vrai que, disons, il n'y a pas suffisamment de médias qui tiennent compte de cette parole. Non, pas du tout. Aucun média. Aucun média, non. C'est une lacune, ça, c'est une lacune. Enfin, on espère qu'avec des grandes voix de la francophonie, que la poésie soit beaucoup plus présente. Daniel Fournier, est-ce que vous avez un mot de la fin, un mot de conclusion, un vœu peut-être que vous souhaiteriez? Un vœu, je souhaiterais tout simplement que les enfants qui sont jeunes maintenant, ou les enfants qui vont naître bientôt, ou les enfants que l'on prépare dans notre tête, aient au moins conscience du langage et du pouvoir que les mots ont sur eux. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Fournier. Vous avez produit une œuvre extraordinaire et on retient le titre « Effleuré de lumière » paru à l'Hexagone. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour les grandes voix francophones. On vous retrouve pour le prochain recueil. Vous êtes en signature au Salon du Livre. C'est un plaisir de vous voir. Et à la prochaine, Daniel Fournier. Merci encore. Au revoir.